Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Retour sur le décès de Yves Michaud avec Yasmine et Marc-André. Bonjour à vous deux. Bonjour. Allô, allô? Bon, ce qui est venu vraiment au cœur de l'actualité à la suite du décès de M. Michaud, ça a été cette fameuse motion là, en 2000 pour condamner des propos antisémites de M. Michaud. François Legault, Yasmine, ne regrette pas d'avoir appuyé cette motion-là. Il dit donc vivre avec son vote. Moi, je regrette que le premier ministre ait eu besoin de dire ça hier. Je pense que la blessure qu'a vécue M. Michaud, ça a duré plusieurs décennies. Il a demandé à ce que l'institution qui est l'Assemblée nationale finalement répare l'erreur qui a été faite. Plusieurs élus avaient déjà présenté leurs excuses de manière individuelle, mais l'institution, elle, l'Assemblée nationale, qui a finalement blâmé un homme sans jamais l'entendre, sans jamais faire des vérifications, sans jamais finalement qu'il y ait de crime, ben, elle fait comme si c'est de rien n'était. Et que le premier ministre nous dise qu'il vit bien avec, ben, tant mieux qu'il vive bien avec, mais il y a quelqu'un qui est mort avec la blessure dans l'âme. Et moi, je pense qu'il y a encore temps de réparer cette injustice-là puis d'offrir des excuses à titre posthume. Ça n'aura jamais le même effet que des excuses qu'aurait dû recevoir M. Michaud. Je pense que le gouvernement devrait se ressaisir et qu'il devrait procéder à fermer ce chapitre noir de notre histoire parlementaire. Je pense qu'il n'y a rien de quoi être fier que d'adresser des motions de blâme à des personnes, à des individus, à des citoyens, mais à un ancien élu. Alors qu'on ne fait même pas les vérifications de base. Marc-André? Ben, j'ai trouvé hier que M. Legault avait fermé la porte beaucoup trop rapidement là, à revoir ça. On voit, Pascal Brubé le dit, le PQ va essayer présentement là, de déposer une motion là, pour corriger ce qui s'est passé là, en 2000. Parce que moi, cette semaine, je me suis un peu replongé là-dedans. Là, parce qu'en 2000, quand tout ça est arrivé, là, autant les propos et la motion, j'avais 17 ans, j'étais au cégep Sainte-Foy. Là, je peux pas dire que je suivais ça là, de façon assidue. Mais en replongeant là-dedans, en parlant avec, on a plein de collègues là, dans la grande famille, là, Cube et LCN et TVA qui étaient là à l'époque sur la colline. Fait que tu sais, tes appels, puis tu dis qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Puis quand je regarde ça aujourd'hui, puis là, je me disais... Parce que quand j'ai analysé tout ça un peu avant de parler à des gens qui étaient sur la colline à l'époque, je me disais, bon, est-ce que je regarde ça avec des yeux de 2024 sur un événement de 2000? Tu sais, des fois, c'est ça le problème aussi. Mais là, en parlant avec des gens qui l'ont vécu, qui l'ont couvert, cette histoire-là, tu sens que comme tout était un peu précipité, là. Et même 24 ans plus tard, M. Legault, hier, là, lorsqu'il parle, parce qu'il y a ce qu'on reproche là, à M. Michaud, c'est comme dans à deux moments différents. Une entrevue avec Paul Arcand et après ça, ses propos aux États généraux. Mais quand tu écoutes M. Legault hier, là, il fait même pas référence aux bons propos, là, parce que la motion parlait des États généraux, puis M. Legault parle ce qu'il a dit à Paul Arcand, puis qui était une conversation que M. Michaud avec un de ses amis, qui était un sénateur qui est juif. Mais, bon, est-ce que c'était les meilleurs propos du monde? Est-ce que tu fais ce genre de comparaison-là? Tu sais, ça, on pourra avoir un débat jusqu'à demain matin. Mais est-ce que l'Assemblée nationale est allée trop vite, trop loin, a eu peur, justement, même le Parti québécois est rentré là-dedans, a eu peur, eux, d'être collés à ça, associés à ça. Clairement, on sent que M. Legault là, veut pas revenir sur le passé, peut-être un peu par orgueil. Également, c'était Lucien Bouchard qui était à la tête du PQ à ce moment-là. Donc, clairement, moi, je pense que c'est une erreur là, de ne pas prendre le temps de révisiter là, ce qui s'est passé en 2000. Yasmine, si on regarde beaucoup d'actions quand même à Ottawa, c'est-à-dire que Pierre Poilievre, menaçait de faire tomber le gouvernement sur la taxe carbone. Mais ce qui a retenu l'attention aussi, alors que les libéraux ont finalement survécu à ce vote de confiance-là, c'est un projet de loi déposé par Dominique Leblanc qui va modifier la date de la prochaine élection. Qu'est-ce qui est derrière ça? Ben là, moi, je pense qu'on cherche à accommoder certains députés pour qu'ils puissent, s'ils perdent les prochaines élections, toucher leur rente de retraite, là, leur prime. Mais au-delà de ça, moi, je trouve ça absolument surréaliste qu'on change
des dates d'élections sur la base de fêtes communautaires ou religieuses ou culturelles, là, ça n'a aucun bon sens. Il fallait qu'on prenne compte de tous les calendriers de fêtes religieuses des différentes communautés qui existent au Canada, là, il n'y en aurait pas d'élection. Fait que moi, Non, c'est l'argument reste. de la fête de Diwali, là, non, mais tu sais, qu'on utilise Diwali, je trouve que c'est même insultant envers une communauté, la communauté indienne, là, que d'utiliser une de leurs fêtes pour dire ben, il va falloir changer la loi électorale, comme si c'était une demande de la communauté indienne. Je suis sûre que ça ne l'est pas. Comme si les Indiens ne pouvaient pas dire ah ben tu sais quoi, Diwali tombe en même temps qu'une fête religieuse, c'est pas plus grave que ça. Je trouve ça très primaire de la part du gouvernement libéral que d'utiliser une fête religieuse, en fait une fête culturelle de la communauté indienne pour essayer de donner des nananes à ces députés qui vont potentiellement perdre. C'est une vraie histoire de pension, Marc-André, selon toi? Ben, je veux dire, parce qu'il aurait pu la devancer aussi, l'élection. Ben, c'est ça. C'est là que c'est spécial, parce que c'est pas comme ça à l'Assemblée nationale, c'est comme ça à Ottawa. Ça te prend 6 ans. 6 ans calendrier jour pour jour. Puis là, si tu prends le calcul, là, puis on met la fête de côté, des députés élus en 2019 qui perdent en 2025, il aurait manqué une journée. Fait que là, on aurait pu dire, tu sais, normalement, si tu dis on va devancer l'élection, ben, tu vas montrer que tu es bon joueur. Tu veux changer la date d'élection, fête religieuse. Si tu es bon joueur, tu vas la devancer. Tu veux dire, on va pas se donner plus de temps au pouvoir. On va la devancer pour. Mais non, eux, ils la reculent d'une semaine environ, d'une semaine jour pour jour. Fait comme ça, les gens qui ont été élus de 2019 à 2025, s'ils perdent en octobre 2025, mais vont avoir 6 ans et 6 jours. Parce que c'est très cruel, là, la façon. Puis je dis pas que les députés fédéraux font pitié, là. Mais comment ça marche, comprenez-moi bien. un régime de pension? Puis, Bon, c'est un régime de pension. Il y a une nouvelle, il y a l'ancien régime, là, puis il y a le nouveau régime. Mais tu ramasses environ 3% de ton salaire de tes 5 meilleures années sur le nombre d'années que tu étais là. Par exemple, un Denis Coderre qui était là, tu prends son salaire qui était ministre, tu mets environ 3% sur, il était là 16 ans, ça te donne un peu sa rente annuelle. Mais ça prend ton 6 ans. Moi, j'ai déjà vu des députés perdre après 5 ans et 6 mois. Ben là, dans ce temps-là, ils te redonnent ce que tu as contribué au régime. Mais ça fait mal, là, il te manque 6 mois, là, c'est pas la même chose. Là. Qu'on te redonne ce que tu as contribué, puis après ça, toi, tu dois refaire des placements ou d'avoir cette pension-là pendant le reste de tes jours. Là. Fait que ça a un impact significatif, c'est certain, puis ça, les députés en parlent. Fait que moi, j'aurais aimé ça voir le gouvernement, surtout, en plus qu'un, il aurait pu la devancer, c'est que l'histoire des fêtes religieuses dans d'autres élections, c'est déjà arrivé. Parce que Yasmine, tu as raison. Si on enlève toutes les fêtes religieuses, là, il nous reste peut-être une journée dans l'année pour tenir une élection. Je veux dire, si tu prends le carême, si tu prends aussi les fêtes juives, les catholiques, si tu prends toutes les religions, il n'y en a plus de journées disponibles. Ou presque. Mais dans les autres élections, ce que le gouvernement il disait, ben, vous avez le vote par anticipation. Ben, c'est ça. Arrangez-vous. Exactement. Arrangez-vous. Ah, mais là, c'est quoi? Il n'y a plus de vote par anticipation, là? Là, ça n'existe plus, ça, là? Ben non. Fait, mais même le pire, c'est qu'ils ont pris la fête puis ils l'ont mis dans leur communiqué de presse, là, en disant que c'était pour ça qu'ils changeaient la date de l'élection. Oui. Parce que tout le monde s'attendait, là. Tu sais, c'est un gouvernement minoritaire qui peut tomber. On s'attendait à ce qu'on allait se rendre... On s'attend à ce qu'on va se rendre en octobre 2025. Le 20 octobre, et là, tout d'un coup, ce projet de loi-là, on nous dit qu'on s'en va le 27 octobre. On va voir s'il y a l'NPD qui mène là, au Canada présentement. Là, notre collègue Mario Dumont l'a bien écrit. Fait qu'on va voir ce que l'NPD va décider. Là. Mais c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est quand même très fin renard de la part des libéraux parce que parmi les électeurs indiens, c'est radar, oui. Le Parti conservateur a beaucoup aussi de présence auprès de la communauté indienne. Fait que, il ne peut pas trop sortir puis déchirer sa chemise sur Diwali. Là, fait que, tout le monde est comme marche sur des œufs parce que personne veut dire le mot de travers et se mettre la communauté à dos. Fait que la communauté est vraiment utilisée par les libéraux comme un bouclier électoral. Là, c'est vraiment ça. Le NPD également. Finalement, il n'y a que le Bloc qui ne doit pas compter une grande communauté indienne parmi ses électeurs. C'est pas mal juste le Bloc, là, mais je trouve ça très fin renard de la part des libéraux. Ils n'ont pas pris une autre fête, là, ils ont pris une fête indienne là,
important. Tu sais, c'est pas le calendrier Maya, là, puis que cette journée-là, c'est la fin du monde, là. Tu sais, c'est Diwali, communauté importante, qui vote, qui est organisée, qui est importante pour l'Ontario. C'est ça. Ça va être payant. Mais ce qui est bon aussi pour M. Trudeau, c'est que cette journée-là, ça sera pas la journée du vote. On va être en élection. Fait que, tu sais, s'il a gardé ses costumes de son voyage, il va pouvoir participer à la fête. Regarde. Le fameux walk-in. Oui. Ottawa veut diminuer, Marc-André, l'immigration temporaire, c'est-à-dire qu'on veut faire passer de 6,2 à 5 la proportion de résidents temporaires. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, selon toi? Ben, moi, j'étais très surpris de voir le gouvernement hier aller dans ce sens-là. Puis quand je regardais un peu leur communiqué, l'annonce, tout ça, M. Boissonneau, M. Miller, on est en pénurie de main-d'œuvre. Tu sais, je comprends que là, ils se sont fait dire que l'immigration, ça marchait plus. Tu sais, je vais prendre l'immigration, là, tu sais, vraiment toutes les catégories at large. Mais là, ils vont dans une catégorie, les travailleurs temporaires, où on en a besoin, là. Puis là, ils veulent que les entreprises font une évaluation sur 6 mois pour voir les besoins du marché, parce qu'avant d'aller demander des travailleurs étrangers, ben, tu dois voir ce qu'au Québec, au Canada, est-ce qu'on est capable de répondre à nos besoins. Là, on va, au lieu d'évaluation de 12 mois, ça va être de 6 mois. Fait que là, on rajoute de la paperasse et du travail administratif pour les entreprises. Mais quand on voit ce qui se passe du côté de la Gaspésie avec les crevettes de Matane, qu'on voit l'été. L'été, c'est pas les Québécois qui vont sur l'île de l'Orléans ramasser des fraises. Là. Je veux dire, je veux bien, là, mais c'est pas ça la réalité. Là, on nous dit, bon, ben, on doit prendre des gens qui sont ici. On voit là, le Conseil du patronat, manufacturier exportateur Québec. Ça sera pas le fun cet été, là. Ça arrive à un mauvais moment. Les producteurs maraîchers du Québec, là, dans le journal ce matin, Marc-André tirent sur la sonnette d'alarme, disent essentiellement, si on n'a pas notre monde, si on n'a pas les travailleurs mexicains, à partir de telle date, on parle probablement fin avril, ben ça va compromettre le début de la saison. Les prix des légumes vont augmenter, puis il y a même des producteurs qui vont faire faillite. Non, je ne comprends pas, mais... moi... Vas-y, Yasmine. Moi, j'attends que le gouvernement du Québec réagisse. Là. Moi, je veux voir le gouvernement du Québec répondre à ce monde-là. Parce que c'est beaucoup le gouvernement du Québec qui a mis de la pression pour que les immigrants temporaires diminuent. Fait que là, maintenant, il va falloir assumer les conséquences économiques là-dessus et il va falloir assumer les conséquences politiques associées à ces coûts-là. De l'immigration temporaire, on dit que ça a explosé. Je suis d'accord, ça a explosé. Il faut un certain contrôle. Je suis d'accord. Puis là, maintenant, le fédéral a mis ses culottes, mais comment va réagir le gouvernement du Québec? Est-ce qu'il est content s'il va y avoir une pénurie de main-d'œuvre cet été et que les maraîchers, les entrepreneurs vont en arracher? Ouais. Mais là, le plus absurde, le plus drôle là-dedans, c'est que dans l'annonce d'hier, au-delà des travailleurs temporaires étrangers, c'est que là, M. Miller nous dit là, on va aller consulter les provinces. Il faut reculer. Là. Quand c'est Sean Fraser, le ministre, là, il y a un an et demi, là, qui nous avait mis sa nouvelle cible, là, son seuil à 500 000 là, nouveaux arrivants au Canada. On fait ça, Ottawa tout seul, on ne parle pas aux provinces, on ne se regarde pas les besoins sur le terrain, les capacités. Mais là, en mai, il va y avoir un grand sommet, puis là, on va parler aux provinces, puis là, on va s'établir des cibles. Fait que c'est quand même assez spécial que, après coup, un an plus tard, là, on décide de consulter. Yasmine, Marc-André, merci à vous deux. Bye-bye. Bye-bye.